Donc, un étudiant qui satisfait son bac à Ifondo doit faire 2000 km pour arriver à Brazzaville. Alors, il faut construire une université. Nous avons prévu 4 dans un premier temps. Construire une université à Ifondo, construire une université à Owando, pour permettre toute cette zone cuvette ouest, cuvette, et même des nouveaux départements, Dieu l'infini, les plateaux, réhabiliter complètement l'université Marien Ngouabi, construire une université à Pointe-Noire, ça nous fait déjà 3, et construire une université... En cours, me semble-t-il, à Pointe-Noire. Non, ça c'est une université catholique, c'est privé. Je crois que la première pierre avait été, me semble-t-il. Oui, mais nous connaissons... Nous et puis Marien Ngouabi va être réhabilité par la SNPC. Non, mais nous prenons le pouvoir dans 2 mois. Donc, très bien. La SNPC a pris l'engagement de réhabiliter l'université Marien Ngouabi. Ben, nous le ferons peut-être pas la SNPC parce que ce n'est pas de la responsabilité de la SNPC en tant que telle. Même si on parle d'une responsabilité sociétale, c'est un moyen de détournement des fonds. Parce que pour une société qui vend le pétrole à 1000 milliards, de la responsabilité sociétale, vous avez à peu près 10%. Et cette société, avec 100 milliards, ils vont vous mentir de construire une école là à gauche. On peut saluer ça quand même ou pas? Oui, on peut saluer, mais la façon de faire, comme je l'ai dit, c'est un moyen de détournement des fonds publics, de blanchiment des capitaux. C'est fait, ça soulage, mais une fois que nous arrivons au pouvoir, il faut restructurer cette compagnie ou la dissoudre complètement pour créer une nouvelle avec des objectifs précis. Parce que, Maître Ben, le problème c'est quoi? C'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la SNPC n'a pas été créée uniquement pour vendre le pétrole. Ça, c'est un objectif secondaire. L'objectif principal, c'était faire comme la Sonangol, être une compagnie performante, capable de produire, comme la SNPC produit aujourd'hui. Je suis cadre du ministère des Hydrocarbures, vous n'allez rien trouver. Parce que les gens se sont habitués à la facilité, à aller vendre le pétrole, avoir 15% dans tous les permis, et ça fait que les gens deviennent des multimilliardaires, et c'est eux qui ont le droit de vie et de mort. Ils peuvent demander à quelqu'un de se mettre à genoux, ils peuvent financer des jeunes pour chanter les louanges de Sassou Nguesso toute la journée. Ça devient aujourd'hui le rôle de la SNPC. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Destin Gavé, président du mouvement républicain, les candidats à l'élection présidentielle. Bonsoir, président. Bonsoir, M. Carlil. Bienvenue à Paris, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir également, merci. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Maître Ben Luther. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Carlil. Bonsoir, Président. Bonsoir, Maître. Et Jemima. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, Carlil. Bonsoir. Bonsoir, Madame Jemima. Destin Gavé, comment préparez-vous cette échéance présidentielle alors que le chef d'État a officiellement déclaré sa candidature? Ben, nous ne sommes pas surpris de cette annonce. Il a été investi par son parti politique. Toute la classe politique était en haleine. Les gens commencent à avoir peur. On a commencé à le supplier. On a vu des gens multiplier les déclarations pour appeler à sa candidature. Pour nous, c'est une mise en scène. Ce que nous avons vu hier est une mise en scène. Vous avez un membre du bureau politique du PCT qui s'autoproclame entrepreneur, qui vient poser des questions au président, sachant qu'elle appartient, elle est dans le même parti que le président de la République, au plus haut sommet, membre du bureau politique, pour venir vanter l'entrepreneuriat à la jeunesse congolaise. C'est une mascarade. Nous avons appelé le président de la République à sortir par la grande porte. Il n'a pas écouté ce son, mais nous le ferons sortir par la fenêtre. Nous sommes prêts pour l'élection. Nous allons y aller. L'état du pays, le devoir républicain, la responsabilité politicienne nous oblige aujourd'hui à être candidats. On ne peut pas avoir d'excuses. Quand un peuple souffre, on ne l'assiste pas, on intervient, on agit. Et nous sommes prêts à agir pour que ce pouvoir dégage au soir du 15 mars 2026. Destin, les conditions sont réunies pour aller aux élections, selon vous? Vous savez, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies. Parce que nous avons toujours ce problème de la Commission nationale électorale indépendante. Nous avons le corps électoral qui n'est pas connu aujourd'hui. Nous avons l'administration qui est toujours prise en otage par le PCT durant les élections. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'aller à l'élection. Depuis 1992, quelle est l'élection où nous avons vu les conditions réellement être réunies? Ceux qui boycottent l'élection aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas y aller parce que les conditions ne sont pas réunies, ce sont les mêmes qui ont participé aux précédentes élections. Il faut qu'on évite de souffler le chaud et le froid. Les conditions ne sont pas réunies, mais ce n'est pas une excuse de ne pas y aller. Quand est-ce que les conditions seront réunies? Les gens appellent au dialogue depuis combien d'années?
le pouvoir a toujours fait preuve de surdité. Est-ce que Destin Gavé doit croiser les bras parce que Denis Sassou Nguesso ne veut pas convoquer un dialogue? Est-ce que je dois assister mon peuple dans une situation irrémédiablement compromise parce que j'attends le dialogue de M. Sassou? Non. Peu importe les conditions que nous avons aujourd'hui, nous allons y aller parce que la volonté du peuple peut faire tomber toutes les mauvaises conditions d'organisation d'une élection. Et donc si demain, je ne vous souhaite pas, hein, vous obtenez un score défavorable, et si vous venez vous plaindre par la suite, vous êtes prêt à assumer le fait qu'on vous a dit n'y allez pas? Parce qu'il y a une partie de l'opposition, et puisque vous êtes peut-être le 5e qu'on reçoit ici, mais qui dit clairement, 2026, on peut faire passer notre tour parce que le compte n'y est pas. Donc vous prenez un risque en, je demande parenthèse, cautionnant une éventuelle victoire du président Sassou. Monsieur Carlé, mais la politique est faite des risques. On ne peut pas être un acteur politique, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Monseigneur Kombo, l'un des plus grands hommes religieux que nous avons dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on veut faire de la politique, il faut non seulement prendre des risques, mais il faut être courageux. Vous savez aujourd'hui pourquoi le PCT gagne facilement? Mais pour que le PCT gagne, il faut que le PCT triche. Mais ce qu'il faut faire, c'est stopper la tricherie du PCT. Monsieur Carlil, il ne faudrait pas que les acteurs politiques de l'opposition se cachent derrière parfois des prétextes. Depuis 1992, toutes les élections que nous avons eues, aucun candidat de l'opposition n'a pu placer les délégués dans les 6000 bureaux de vote que nous avons aujourd'hui. Et nous, le mouvement républicain, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà 4000 délégués recensés, entretenus. Le but, c'est d'arriver jusqu'à 6620 délégués. Pourquoi? Une fois que vous avez des délégués dans tous les bureaux de vote, ça veut dire que, M. Carlé, lorsqu'on dit que les bureaux de vote sont fermés, vous avez les résultats avec vous. Parce que la loi électorale, l'article 97, dit ceci, le dépouillement est public. Donc ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Si nous avons nos délégués dans les bureaux de vote, à quel moment le PCT va tricher? Parce que le PCT triche dans les bureaux de vote où il n'y a pas les représentants de l'opposition. C'est ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Mais si le matin, vos délégués sont là dès 7 heures, les urnes sont libres, ils contrôlent le déroulement du scrutin, à la fin, comment est-ce qu'on peut proclamer vainqueur celui qui a été battu? Nous nous contenterons des résultats que nos délégués vont nous donner. Et si les résultats de nos délégués disent que nous avons échoué, nous l'assumerons. Mais si les résultats de nos délégués disent que nous avons gagné, c'est là où nous allons revendiquer notre victoire par tous les moyens légitimes. Voilà la réponse que je pouvais apporter là-dessus. Et l'opposition n'est encore pas en rang dispersé pour cette élection. Ça remet encore en avant la question de l'unité de l'opposition. Parce que finalement, au Congo, l'opposition peut parler d'une seule voix. Et surtout, quelle opposition vous incarnez, Destin Gavé? Mais j'incarne l'opposition. Il y a beaucoup de confusion dans la classe politique congolaise. Il n'y a pas opposition radicale, opposition modérée, opposition constitutionnelle. Nous n'avons qu'une seule opposition. C'est cette opposition qui est régie de la loi numéro 28-2017, du 7 juillet 2017, qui parle du statut de l'opposition. Qui est opposant? L'opposant, c'est l'acteur politique qui s'oppose à l'action du gouvernement. Destin Gavé s'oppose à l'action du gouvernement, il est opposant. Donc toute personne qui se revendique opposant doit s'opposer à l'action du gouvernement. C'est la définition simple de l'opposition. Maintenant, le reste qu'on ajoute, vrai opposant, faux opposant, l'opposant se définit à travers la loi et à travers des actes qu'il pose devant le peuple, en face du peuple. Donc aujourd'hui, Destin Gavé est opposant conformément à la loi numéro 28-2017 du 7 juillet 2017. Mais quand le chef de file de l'opposition ne participe pas à l'élection présidentielle parce que selon lui, les conditions ne sont pas réunies, lui-même qui est chef de file qui ne participe pas, que diront alors ceux qui revendiquent aussi appartenir à l'opposition? En 2016, lorsqu'il était candidat, les conditions étaient réunies? C'est la première question que je vous pose. Les élections législatives qu'il gagne, les conditions sont réunies? C'est la deuxième question que je vous pose. L'UPADES, son parti politique, a un membre du bureau politique dans le gouvernement. Ils sont comptables de l'action du gouvernement. Alors aujourd'hui, si l'UPADES ne veut pas l'élection, ce n'est pas une surprise. Ils ont fait la même chose en 2021. Donc en 2021, les conditions n'étaient pas réunies. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 5 années qui se sont écoulées pour améliorer ces conditions-là? Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un non-événement. Je savais pertinemment que l'UPADES ne pouvait pas aller à l'élection. Parce que déjà en 2016, combien ils ont eu comme score? 4%. Parce que le peuple avait commencé à déjà perdre confiance en eux. Et aujourd'hui, avec la présence d'un membre du gouvernement
un membre de leur parti dans le gouvernement, cette confiance est encore émiettée. Donc, si Tatsema Biala et son parti ont décidé de ne pas y aller, ben, ce n'est pas le cas du mouvement républicain et son président. Qui sont vos alliés aujourd'hui dans l'opposition d'Estin? Je suis de l'opposition constitutionnelle, je vous ai dit. Je suis acteur politique régi de la loi sur le statut de l'opposition. Et donc, il y a plusieurs, effectivement, partenaires politiques qui partagent cette même ligne politique. Vous avez le révérend pasteur Toumi, par exemple. Son parti politique est dans le même regroupement que nous. Je peux citer Chris-Antoine Walembo, je peux citer Clotaire Moussaïla. Il y a beaucoup d'acteurs politiques. Donc nous avons à peu près 17 partis politiques de l'opposition qui se revendiquent de l'opposition constitutionnelle, notamment l'UDH Chouki. Vous avez évoqué le cas du pasteur Toumi qui fait de l'actualité aujourd'hui. Justement, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire des derniers événements qui ont eu lieu dans le pool? Nous avons été l'un des premiers à dénoncer cette opération que je juge illégale, illégitime de la DGSP. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fallait attendre un mois pour que Denis Sassou Nguesso, poussé dans ses derniers retranchements, assume ouvertement que c'est lui qui avait donné effectivement l'ordre à la DGSP d'agir. L'ordre n'était pas formel puisqu'il s'est basé sur un décret datant de 2009. Aujourd'hui, avec le temps, nous avons compris que cette opération a démontré ses limites. Au Congo, on n'en parle presque plus. Je sors fraîchement de Brazzaville. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que l'opération s'est essoufflée. Ce que les Congolais attendaient, ce n'était pas casser des maisons, brûler les motos, tuer les jeunes dans la rue. Les Congolais voulaient qu'on arrête l'opération en utilisant le droit. Que dit l'article 8 de notre Constitution? La peine de mort est abolie. Le droit à la vie est très sacré. Mais qu'a fait la DGSP pendant 4 mois? Quel est le bilan? Et après, nous avons vu que l'opération a pris notre tournure avec des événements dans le pool. Nous savons que c'est une région, un département sensible. Et aujourd'hui, ça vient d'accoucher à ce que le révérend pasteur Toumi, qui avait des intentions de candidature, ne se présente pas. Donc je pense que le regard sécuritaire, c'était une façon d'instaurer un climat de peur et de terreur. Parce que vous avez écouté Serge Boa. Dans notre pays, on n'a jamais vu un général parler ainsi. Il n'est pas le premier général, il ne sera pas le dernier. Il n'est qu'un garde du corps, un chef de sécurité d'un candidat parmi d'autres. Il n'a pas le droit de menacer le peuple congolais. D'ailleurs, nous lui avons recadré sèchement. Nous avons connu des généraux dans ce pays. Des hommes de droit, des hommes respectueux. Et ce que Oboa a fait dernièrement, les propos qu'il a tenus, c'était des propos irresponsables. Et aujourd'hui, nous pensons que malgré ces propos, les jeunes ont démontré. Vous avez vu que les gens ont été caillassés à Bakongo parce qu'ils revenaient d'un meeting du pouvoir. Les gens n'ont plus peur aujourd'hui. Tout ce que le pouvoir peut faire, lorsque le son du changement va sonner, le pouvoir va tomber. Nous travaillons pour ça, mais en utilisant les voies pacifiques, les voies démocratiques. Maître Belnutter. Merci Carlyle, merci Président. Je vous en prie, Maître. Voilà. Je reprends mon expression que le gouvernement a parlé en toute transparence et vous allez parler en toute franchise. Rassurez-vous. Président, vous êtes, à mon sens, je dis vraiment à mon sens, parmi cette classe-là de l'opposition à qui j'accorde énormément de crédit. Et je pense qu'au niveau de l'opposition, vous êtes, l'opposition au niveau des candidats déclarés à l'élection présidentielle, vous êtes le seul quasiment à avoir rendu son programme de société publique. J'ai été le lire et j'ai vu qu'il y avait une vraie maturité politique dans ce que vous proposez pour l'avenir du Congo, pour notre avenir. Et là, je vous ai en face de moi et je remarque que je suis en face de quelqu'un qui a une expérience, je dirais, politique et qui a une maturité politique. Première question, Président. Quel est votre parcours politique? Parce que vous n'avez jamais été candidat à une élection présidentielle, mais on remarque dans votre tenue, dans vos propos, dans le programme que vous proposez, une vraie maturité politique. Quel est votre parcours? Où avez-vous appris tout cela? Merci, Maître Luther. Je tenais déjà à vous remercier. Je vous ai suivi 2 ou 3 fois où vous avez effectivement eu des mots assez bienveillants par rapport à notre programme politique. Je vous en remercie. Oui, Maître Ben, je pense que pour un homme politique, la première des choses, quand vous voulez diriger, vous aspirez à la direction de votre pays, il faut avoir un projet à proposer à vos compatriotes.
Mon parcours politique, il est tout simple. Suite à tout ce que nous constatons dans notre pays, les inégalités sociales surtout, je suis un partisan, je ne supporte pas l'injustice. Pour moi, une injustice, c'est quelque chose qui me touche jusqu'au fond de mon âme. Voyons la réalité de notre pays, toutes ces années écoulées. En 2017, j'ai regroupé un certain nombre d'amis. Nous avons décidé donc de créer le mouvement républicain. Et ça nous a pris les cheveux de la tête pour avoir la reconnaissance juridique, donc je veux dire ici le récépissé. Nous avons sillonné tout le pays, sauf fausse modestie. Je suis l'un des rares acteurs politiques à avoir fait toutes les capitales départementales de notre pays, à installer le parti, à prendre le pouls, à écouter les populations. Et en 2021, j'ai failli être candidat. D'ailleurs, j'avais fait une déclaration de candidature, mais j'étais bloqué par une disposition de notre Constitution, notamment l'article 66, qui disait que pour être candidat, il fallait avoir 30 ans révolus. Or, les 30 ans révolus, j'allais les avoir le 10 mars 2021. Du coup, j'ai choisi d'accompagner le feu président Guy-Brice Parfait-Kolela. À cette époque, le mouvement républicain n'avait pas son récépissé. Je me rappelle, j'étais à Pointe-Noire, j'ai reçu un coup de fil et quelqu'un m'a dit, le président Kolela veut vous rencontrer. Et il a dit, on vous envoie l'argent du billet. J'ai dit, non, non, je paye mon billet seul. J'ai pris l'avion de Pointe-Noire parce que je résidais à l'époque à Pointe-Noire. Je suis arrivé à Brazzaville. J'ai quitté de l'aéroport directement de chez lui. Il était en pleine réunion du bureau politique de son parti. Il a suspendu la réunion. Il a dit, je dois recevoir le président Gavé. Quand le président Guy-Brice Parfait-Kolela m'a vu, il est venu tomber dans mes bras et il m'a dit, quand je vous suis, vous me rappelez le président Pascal Lissouba. Et il m'a présenté le contexte de l'élection. Il dit, moi je vais, j'ai signé un accord avec ton frère Yombi. Je voulais aussi que je signe un accord avec toi pour que nous puissions constituer le socle de l'unité nationale. Et nous nous sommes mis dans la campagne. Dès les 2 premiers jours de campagne, il a vu mon potentiel. Il a appelé son directeur national de campagne. Il a dit, préparez-moi une note. Je fais de Gavé mon représentant personnel dans 3 départements de la partie sud du pays, Niari, Bouenzal et Koumou. Et pour votre information, à Mosenjo, ma ville natale, le président Sassou a été battu là-bas en 2021. J'ai coordonné cette campagne. Il a pratiquement fait le même jeu à Dolisie avec le candidat Kolela. Donc, c'est fort de cette expérience électorale que je me suis donc forgé une carapace politique. Et depuis que le président Kolela est mort en 2021, je suis venu ici en France. Beaucoup m'ont proposé l'asile politique. J'ai refusé. J'ai dit, je rentre chez moi. J'ai un peuple qui souffre. Je ne peux pas, à la première occasion, arriver en France et fuir. Je repars mener le combat sur place. Et depuis 2021 aujourd'hui, je mène le combat que vous connaissez. Et après avoir recueilli les avis de mon peuple, après avoir écouté tout le monde, j'ai décidé donc de proposer aux Congolais le changement vers un Congo prospère. C'est le projet de société que nous allons présenter en 2026 lors de l'élection. Très bien, Président. Merci de nous avoir détaillé votre parcours. On a reçu juste avant vous Monsieur Mabiala qui disait que le pouvoir en place ne donnait pas aux opposants... Jean-Noël Mabiala, pour préciser. Voilà, Jean-Noël Mabiala ne donnait pas, c'est pas Tati Mabiala, ne donnait pas aux opposants un espace d'expression, etc. Je pense que ça doit être peut-être aussi votre cas, mais moi, particulièrement, j'ai l'habitude de vous suivre. Et je ne vous ai jamais vu, par exemple, sur Télé Congo, mais vous passez sur d'autres chaînes. Pourtant, les Congolais savent ce que vous proposez, les Congolais vous écoutent, les Congolais reçoivent votre message. Est-ce que vous pensez que le fait pour le pouvoir en place, peut-être d'empêcher certains candidats de pouvoir s'exprimer dans des instances, on va dire, étatiques, etc. Je parle de Télé Congo, par exemple. Est-ce que cela est un frein pour pouvoir mener ces activités politiques, pour pouvoir s'adresser à la population? Alors, Maître Luther, je vais vous répondre très franchement, non. Pourquoi non? Nous avons nous-mêmes remarqué ces restrictions en termes de communication. Mais quand il y a des difficultés, il faut contourner les difficultés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais une page qui n'avait peut-être que 20 000 abonnés sur Facebook. J'en ai aujourd'hui à plus de 140 000. À TikTok, je suis la personnalité
politique la plus suivie, avec 260 000 abonnés. Et dès lors que nous avons... Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias, il faut remettre les choses dans le contexte. Nous avons quand même des médias au Congo qui donnent la parole. Je citerai Vox TV, je passe régulièrement, je citerai DRTV. Quand vous les appelez pour couvrir vos événements, ils retracent, ils retransmettent tout ce que vous avez dit. Le Télé Congo, nous comprenons, ils font souvent des coupures, mais qui suit Télé Congo aujourd'hui? Et donc je pense que le respect en politique s'impose. Et il y a des médias internationaux aujourd'hui. Tout à l'heure, là, il y a RFI qui m'a contacté pour une interview liée aux élections. C'est lorsque vous avez imposé le respect, lorsque vous devenez crédible aux yeux de l'opinion, ben, les médias seront obligés d'être là parce que votre voix compte. On ne peut pas aujourd'hui, parce que l'espace politique se rétrécit, ou bien il y a quelques pressions, qu'on va se dire, bon, il faut lâcher, il faut s'ac-bouter sur cette position. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense que quand vous êtes bloqué, il faut créer d'autres mécanismes. Et aujourd'hui, même dans le livre, le premier chapitre, nous avons parlé de la faiblesse de l'opposition. Ailleurs, la plupart des partis de l'opposition ont des chaînes YouTube. Aujourd'hui, c'est le numérique pour faire passer leur message. Aujourd'hui, le président Clément Mera, ça passe tous les samedis à Teler TV, mais les Congolais le suivent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut contourner la difficulté. Ça n'est pas une excuse. Voilà, pour créer un espace et être en face des Congolais. Exactement, Président. Vous êtes très jeune, hein, vous êtes très jeune. Je pense que vous, peut-être c'est le plus jeune candidat, hein, je pense. Mais il y a aussi, en dehors de vous, hein, il y a aussi d'autres jeunes hein, qui prétendent abriguer la magistrature suprême. Vous avez un programme. Est-ce que vous avez peur, vous, de débattre sur votre programme? Oh non, au contraire. Vous mettez dans la contradiction, vous aimez le débat. Ah bien sûr, Monsieur Ben Luther, Maître Ben Luther, pardon, je vais vous surprendre. J'ai pris l'initiative depuis le 1er février à être en live tous les soirs sur TikTok et Facebook pour présenter d'une part le livre, mais à la fin, je donne la parole à tous les citoyens pour me poser toutes les questions qu'ils veulent. Et c'est un exercice qui plaît. Mais si vous ne voulez pas de la contradiction, à quoi ça sert de faire de la politique? Parce que la contradiction, c'est ce qui crée l'intercelle. Vous devez être capable de défendre ce que vous proposez aux Congolais. Exactement. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif. Si vous n'arrivez pas à le faire, ben les gens vont se poser les questions. Finalement, vous vous présentez pour quel but? Est-ce qu'un citoyen que je suis, qui est en droit tout de même hein, de pouvoir s'interroger sur celui qui va, par exemple, diriger pour les 5 ans à venir, qui va décider de l'avenir de mon pays, est-ce que j'ai le droit de pouvoir discuter, débattre avec un candidat, déclaré pour l'élection présidentielle? Mais le but du débat, Maître, c'est que vous voulez connaître les profondeurs d'un programme. Parce que ce livre, je l'ai rendu public. Donc chaque Congolais peut lire une page et me poser la question, mais Président Gavi, vous avez dit, par exemple, sur le plan économique, vous allez faire ceci. Comment vous allez faire? C'est un débat, c'est votre droit. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et en tant que citoyen congolais, vous êtes en droit d'interpeller n'importe quel candidat parce que vous avez envie de connaître réellement ce que ce candidat veut proposer aux Congolais. Et en plus, vous êtes un intellectuel, c'est normal. Parce qu'il m'avait été opposé ici, je dois vous le dire, hein, on avait reçu le président Dave Mafoula qui, ouvertement, hein, l'a dit, je crois que les Congolais vont en juger. Je le dis parce que vous faites pratiquement partie de la même génération. Exactement, oui, c'est un frère. Oui. Voilà. Et donc, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas débattre avec moi sur son programme, qu'il pouvait débattre avec quelqu'un d'autre, que moi, en tant que citoyen, grosso modo, je n'avais pas le droit, moi, de débattre sur son programme politique, parce que lui, il est candidat à une élection présidentielle, qui ne pouvait débattre qu'avec des candidats à une élection présidentielle. Bon, ça, on balaie ça. Maintenant, vous avez parlé de votre programme. On va parler de son projet de société et on aura l'occasion d'aller plus en détail. Je crois que c'est la meilleure option avec Jemima et puis d'accord, par la suite. On passe à la rubrique société. Monsieur Gaffé, bonsoir. Bonsoir, Madame Jemima. Alors, quel regard, j'aimerais quand même qu'on ouvre le volet sociétal avec la santé, le domaine de la santé. Et alors, quel regard faites-vous de l'accès aux soins des Congolais? Alors, effectivement, Madame, vous soulevez là un point capital
et nous l'avons très bien développé dans cet ouvrage. Il faut déjà dire que nous avons constaté un échec puissant de la part du pouvoir en ce qui concerne la santé. Le président Sassou nous a promis 12 hôpitaux généraux depuis 2016. Il en a peut-être inauguré 4. Vous constatez cet écart, alors que pour lui, c'était dans les 5 années qui suivaient, tous ces hôpitaux allaient être inaugurés. Au-delà de ça, les Congolais aujourd'hui peuvent mourir du paludisme. Une femme peut mourir en donnant la vie. La quasi-totalité des hôpitaux sont en grève aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi, entre 2020 et 2022, 160 milliards de francs CFA ont été détournés au ministère de la Santé. Et il n'y a eu aucune sanction. Donc nous constatons qu'aujourd'hui, vous avez un ministre de la République. Je lui souhaite un bon rétablissement, M. Firmin Ayessa, qui est à l'hôpital américain, hospitalisé depuis plusieurs mois. Si vous voyez un ministre d'État d'un pays qui se dit souverain courir en France pour venir se faire soigner, ça veut dire que l'hôpital est à terre dans son pays. Le chef d'État ne se soigne pas au Congo. Le Premier ministre est venu faire des soins ici. Tous les membres du gouvernement viennent se soigner en France. Vous constatez que nous avons un système de santé précaire. Et ça, c'est ce que nous avons dit. Il ne faut pas encourager ce genre de choses. Il faut aller à autre chose. Qu'est-ce que nous avons dit, nous, en ce qui concerne la santé? La première des choses, nous allons instaurer, dès les premières heures de notre accès au pouvoir, la gratuité des urgences. Pourquoi la gratuité des urgences? Parce qu'aujourd'hui, il y a des citoyens congolais, quand ils arrivent à l'hôpital, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'argent, on leur demande de payer la consultation. Quand il n'en a pas, on les balance au triage et 2 jours après, vous allez apprendre que ce citoyen est mort. Nous avons l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Et donc, nous avons dit la gratuité des urgences. À côté, nous avons dit la mise en application totale de la gratuité de la césarienne. C'était une mesure annoncée par le président Sassou. Malheureusement, par manque de suivi, cette mesure n'existe quasiment plus au Congo. Nous avons dit, nous allons ce qu'on appelle l'instauration de l'hôpital mobile. Nous avons discuté avec 2 sociétés coréennes qui sont prêtes à nous accompagner une fois que nous serons aux affaires. Le but, c'est quoi? C'est de nous fournir entre 500 à 1000 4x4 équipés avec tout le matériel médical qu'il faut pour que, vous savez, le Congo est un pays confronté à des problèmes de route. Les routes se dégradent. Et donc, nous avons dit, c'est désormais à l'hôpital d'aller vers les citoyens. Donc, l'hôpital mobile, c'est aller en campagne, aller traiter les populations dans les villages, dans les districts. Pendant ce temps, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons appliquer la Convention d'Abuja, parce que le Congo est signataire de la Convention d'Abuja, qui disait qu'au cours de l'année 2000, tous les pays signataires de cette convention devraient accorder 15% de leur budget en ce qui concerne la santé. Ce que nous allons faire, c'est construire les hôpitaux, mais surtout les équiper. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai suivi une fois le professeur Bildeko qui avait dit la moyenne du personnel médical qui termine dans les écoles de formation, il y a un taux de réussite élevé, mais dans le niveau, c'est moins de 8% de niveau. Donc il faut aussi former le personnel médical. Une fois que nous allons réunir ces 3 conditions, construire, équiper, former, pendant ce temps, l'hôpital mobile fait son travail, à côté la gratuité des urgences, et nous allons mettre en place un véritable système de santé, parce que, madame, le Congo est un pays riche. Nous avons suffisamment de ressources, et on ne peut pas tolérer qu'un enfant congolais meure parce qu'il manque une ordonnance pour lutter contre le paludisme. Et bon, par rapport à ces mesures, notamment gratuité des urgences, gratuité de la césarienne, comment financer donc toutes ces mesures de protection sociale sans accroître la dette? Alors, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous sommes un pays riche. Vous parlez ici à un ingénieur géologue pétrolier. Je suis dans la logique du président Trump. Le Congo a 2 milliards de réserves de barils de pétrole. Nous allons forer et forer. Le but de forer... Vous ne faites donc pas partie de ceux qui vont miser sur la forêt, par exemple, du Congo, du centre du Congo, pour respecter la biodiversité, évitons l'utopie, madame. Vous ne pensez pas pouvoir développer le pays par ses ressources naturelles-là. Donc vous ne le pensez pas. C'est Mme Soudan qui sera... Évitez l'utopie, madame.
les grands pays qui détruisent aujourd'hui l'atmosphère, ce ne sont pas les pays africains. Le Congo n'est même pas un pays industrialisé. Qu'est-ce que nous gaspillons? Ce que je veux vous dire, madame, beaucoup parlent de la diversification de l'économie. Mais on diversifie quoi? L'économie. Mais pour diversifier, il faut avoir le cash. Moi, je dis, c'est ma politique. On va forer. On va accentuer, accroître notre production qui est de 280 000 barils jour aujourd'hui, jusqu'à 500 000 barils de production. Une fois que nous allons atteindre ce pic de production, le budget va augmenter. Qu'est-ce que nous avons dit? Avant de parler des réformes structurelles, nous allons créer un fonds souverain. Ce fonds souverain sera logé dans la Banque congolaise de développement en création. Comment sera financé ce fonds souverain? Le fonds souverain sera financé par 10% des bénéfices de toutes les recettes, de toutes les matières premières du Congo. Pétrole, bois, cuivre, fer, tout ce que nous avons. Et une fois que nous alimentons ce fonds souverain, ce fonds, une partie de ce fonds sera investie, ça peut être en bourse. L'autre partie va régler les problèmes sociaux, notamment ce que je vous ai dit. Nous avons parlé de la réduction drastique du train de vie de l'État. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons une Assemblée nationale pléthorique, un Sénat que nous allons supprimer parce que ça joue quasiment le même rôle que l'Assemblée nationale. Nous partirons sur des principes de la démographie, 100 000 habitants pour un député. Nous avons 6 millions d'habitants aujourd'hui, nous aurons une Assemblée nationale de 60 députés. Ajoutez à cela 5 députés de la diaspora. Ça fait que nous aurons des économies parce que nous passons d'une Assemblée nationale de 153 députés à 65. À côté, nous allons diminuer la taille du gouvernement. Pour un pays de 6 millions d'habitants, vous n'avez pas besoin d'avoir 38 ministres. Nous aurons 15 ministres, 10 secrétaires d'État. Une fois que nous allons réduire le train de vie de l'État, mais il faut rationaliser les dépenses publiques, madame. C'est là le grand problème. Quand vous allez mettre en place toutes ces mesures, vous allez voir que d'un côté, vous financez, vous remboursez votre dette, et là aussi la dette, attention madame, nous allons auditer cette dette. Pourquoi nous allons auditer? Parce que nous avons une contradiction totale au sein du gouvernement. L'ancien ministre des Finances, M. Roger Rigobert Andeli, a dit devant les Congolais que la dette vis-à-vis de la Chine, c'était pour la construction des infrastructures. Le Premier ministre chef du gouvernement dit le contraire. Il dit que nous avons financé les infrastructures sous fonds propres. Quand vous voyez un ministre des Finances et le Premier ministre se contredire, vous comprenez qu'il y a l'amalgame et l'anarchie. Donc il faut auditer la dette pour éviter, discuter avec nos partenaires pour leur expliquer que cette dette, oui, nous l'assumons, mais nous devons comprendre d'où vient cette dette. Parce qu'aujourd'hui, madame, au Congo, vous avez vu 14 000 milliards de générations futures se volatiler dans la nature. Donc vous comprenez par là que ça peut être aussi une dette opaque. 8 500 milliards, c'est beaucoup. On veut comprendre. L'État, c'est une continuité, mais la rigueur aussi. Parce que vous savez, madame, pour terminer le volet économique, le président Denis Sassou Nguesso, pour moi, a des carences en termes économiques. La gestion économique lui pose énormément de problèmes. En 1991, lorsque nous sommes allés vers la conférence nationale souveraine, quand le nouveau président est arrivé, le président Pascal Lissouba, il est venu trouver une dette, la dette la plus élevée par tête d'habitant au monde. Il a remboursé cette dette. Nous sommes arrivés à ce qu'on appelle en 2010, avec l'initiative PPTU, où on avait annulé la quasi-totalité de la dette congolaise. Madame, 7 années plus tard, nous avons atteint une dette avec 100% du PIB. Vous comprenez par là que le Sassou Nguesso 1 et le Sassou Nguesso 2 a le même problème, c'est le problème de la gestion économique. Et moi, j'aimerais revenir sur la question du pétrole. Vous voulez fourrer, pardon. Et baser votre économie uniquement sur le pétrole ne représente pas là une forme de fragilité tout de même? Non, madame, j'ai bien dit. Et combien même s'il y aurait des chutes de cours, par exemple, est-ce que vous ne plongerez pas, une fois de plus, le pays dans un problème économique? Non, c'est faux. Depuis, on a commencé avec les slogans de la diversification de l'économie. Vous ne comptez pas sur l'agriculture, par exemple? Non, bien évidemment, je vous explique. Oui. Nous en sommes où aujourd'hui? Quelle est la part de l'agriculture dans le PIB? Quand je dis forer, c'est parce que pour diversifier, il faut avoir de l'argent. C'est l'argent que le pétrole va générer, les bénéfices que nous allons doubler, voire tripler, où nous allons injecter dans notre secteur, notamment l'agriculture, vous en avez parlé, la transformation sur place de 70% de nos matières premières, comme nous l'avons dit dans notre livre. Nous allons diversifier, mais pour diversifier, il faut de l'argent. À côté, il faut rationaliser les dépenses. Je l'ai dit, il faut aussi aller vers la suppression des exonérations douanières, parce que vous avez un petit pays comme le Gabon qui fait 700 milliards de recettes
de douane en un trimestre, et vous avez un pays comme le Congo, en toute une année, vous avez 286 milliards de recettes. Vous comprenez par là qu'il y a une véritable folie qui se passe là. Et puis en plus, quand nous revenons dans le pétrole, la Société nationale des pétroles du Congo doit être restructurée, voire même dissoute et créer une nouvelle. Parce que cette société devient aujourd'hui une machine à cash. Ils font ce qu'ils veulent du pétrole congolais. Ils distribuent des milliards à qui ils veulent. Alors que ces milliards devraient servir à la construction des hôpitaux, à la création des emplois. Ça ne se fait pas. Donc le pétrole, pour moi, c'est un moyen de diversification. Mais avant, on va pomper, forer. Une fois que nous allons atteindre le pic. To drill, comme le président Trump. Exactement. Forer égale produire. Vous êtes aux antipodes destin de la vision environnementale du président Sassou. Mais cette vision environnementale, monsieur Carly, vous étiez à Brazzaville, heureusement, circulez dans les rues de Brazzaville. Vous avez des ordures ménagères un peu partout dans les grandes artères. Regardez ce que nos amis chinois font en saccageant les forêts. Monsieur Carly, moi j'ai travaillé dans le bois, 5 ans secrétaire général d'une société forestière, partenaire d'une société chinoise, Swin Timber. J'avais presque les larmes aux yeux lorsque je voyais nos forêts être saccagées. Évitons de vendre le rêve au reste du monde. La question environnementale, c'est une utopie. Aujourd'hui, le Congolais n'a pas envie d'entendre des discours qui viennent de l'Occident, ceci, cela. Nous voulons du concret, du pragmatique. Nous allons forer, ça ne veut pas dire que nous allons détruire, nous allons combattre l'environnement, mais nous avons des priorités. Aujourd'hui, la priorité du peuple congolais, c'est d'avoir de quoi vivre dignement. Et donc, s'il faut aller à l'encontre d'une vision que j'appelle une vision erronée sur le domaine de l'environnement, nous allons y aller tout en garantissant à notre peuple une dignité totale. Par rapport à la dignité du Congolais, hein, on pourrait parler du pouvoir d'achat. On a eu une croissance du PIB selon la Banque mondiale internationale. Je vous vois sourire, mais je finis ma question. Mais cette croissance n'a pas concrètement été perçue en vue de la croissance démographique. Comment comptez-vous pallier à cela? Mais vous comprenez, on nous parle de croissance. Ouais. À côté, vous avez une inflation galopante. Vous savez, des organisations comme la Banque mondiale parfois se fient à des chiffres que les gouvernements, nous recevons parfois certaines institutions qui veulent, oui, on veut enquêter sur le mouvement républicain, connaître un peu. C'est nous qui donnons parfois des informations à ces organisations. Mais la réalité est tout autre. Le pouvoir d'achat, oui, mais il y a un véritable échec. Quoique il y ait croissance, on reconnaît tout de même mais bien évidemment, voilà pourquoi je dis un problème de démographique. Oui, mais ce sont des chiffres qui n'est pas géré. Exactement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut se battre à augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et comment? Comment, oui, tout à fait. Mais le pouvoir d'achat s'augmente, M. Carly, déjà par la création de richesses, la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, on a le SMIC, c'était à 50 000, c'est passé à 70 000. Madame, qu'est-ce que vous allez faire avec ce 70 000 de francs CFA? Vous êtes incapable de nourrir même un seul enfant. Donc il faut la création des richesses, il faut la transformation, il faut créer une classe moyenne. Le SMIC à combien? Actuellement, c'est à 70 000 francs CFA. Vous, président? Si je suis président? Oui. Ah, désolé, je vais emmener le SMIC à 150 000 francs CFA. Comment vous comptez financer Mais je suis en train de... On va y aller, mais c'est une info, 150 000 francs. Je suis en train de vous dire que il faut rationaliser les dépenses publiques, il faut réduire le train de vie de l'État. Ça, c'est un grand problème chez nous. Vous avez l'institution présidence de la République qui absorbe 50 000 milliards l'année. Vous avez la primature, près de 20 000 milliards. Le Sénat que nous allons dissoudre, 12 000 milliards. Est-ce que Destin se promet de renoncer à son salaire s'il est président pendant le temps d'effort? Oui, mais monsieur Carly, vous savez, déjà, le salaire du chef de l'État, nous serons dans les standards du Sénégal, à peu près 5 à 6 millions pour le chef de l'État. Et puis le chef de l'État, honnêtement, il est pris en charge presque... vous pouvez renoncer à votre salaire. Mais bien évidemment. Abolition des privilèges. Bien évidemment, ça ne me dérangerait pas si cela doit contribuer effectivement. 5 à 6 millions, si vous renoncez sur 12 mois, ça fait beaucoup. On peut donner... mais c'est ce que je viens de vous dire. Si cela va contribuer à la réduction du train de vie de l'État, et le président, en tant que premier citoyen, doit être le modèle, c'est lui qui doit montrer l'exemple. Donc renoncer à mon salaire serait quelque chose de légitime. Et je suis un homme désintéressé, rassurez-vous. Il y a tout de même un audio que j'aimerais qu'on puisse écouter, un témoignage, je pourrais dire, d'une Congolaise. D'accord. Elle s'appelle Leslie. Très bien. Bonjour, moi c'est Leslie, je suis congolaise.
du Congo-Brazzaville. En 2026, nous aimerions bien voir des changements sur plusieurs points qui stagnent dans notre pays. Le premier point, c'est l'ouverture des emplois. L'emploi est devenu une chose très rare, difficile et presque impossible à trouver. Les jeunes diplômés sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont obligés de faire des commerces dans des marchés ou des petits boulots qui ne rapportent pas grand-chose, chose à laquelle ils ne s'attendaient pas après leurs études. Le second point, nous allons parler de la santé. Elle est très médiocre. Nous observons des grèves tout le temps et chaque année dans des grands hôpitaux publics. Les Congolais ont des difficultés à accéder à des soins médicaux d'urgence, ce qui entraîne un taux de mortalité très élevé. Le troisième point, c'est l'éducation, qui est un problème complexe. Nous constatons l'inégalité d'accès à l'éducation, ce qui conduit à l'augmentation de la délinquance et de la criminalité. Les jeunes n'ont pas accès à l'éducation et s'engagent dans des activités illégales. Nous aimerions que l'éducation soit plus accessible et abordable pour tous. Parlons des infrastructures. Nous avons les infrastructures sanitaires insuffisantes, les infrastructures scolaires insuffisantes, des problèmes de financement, ce qui conduit à des grèves tout le temps, des docteurs, des infirmiers, des infirmières sont en grève, des professeurs en grève chaque année. C'est rare de voir une année scolaire commencer et terminer tranquillement. Non, il y a toujours des grèves. Alors, Madame Leslie parlait, j'aimerais du moins rebondir sur un point de son témoignage. Elle parlait de la délinquance. Et il y a quelque chose au Congo, c'est le problème des bébés noirs. Comment comptez-vous régler ce problème? Mais déjà, il faut dire à Madame Leslie, la réponse est là. Le changement vers un Congo prospère, tout ce qu'elle a dit, parce que la particularité de cet ouvrage, c'est lequel nous diagnostiquons et nous proposons. On ne peut pas proposer sans diagnostiquer. Donc tout ce qu'elle a diagnostiqué, nous l'avons fait ici. Alors, le phénomène des bébés noirs, ce n'est pas un phénomène propre au Congo. Nous avons écouté certains députés dire que c'est le pouvoir qui a créé les bébés noirs pour instaurer la peur et la terreur. Bref, mais nous avons des pays comme le Salvador, où il y avait un taux de criminalité très élevé. Mais qu'est-ce que les gens ont fait là-bas? Nous optons la même stratégie. Nous l'avons développée dans cet ouvrage. Quand vous avez un tel phénomène, il faut regarder à la racine. Qu'est-ce qui crée ce phénomène? Qu'est-ce qui a créé le phénomène? Mais avant, il faut prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Quand vous voulez lancer une opération de traque, il faut vous rassurer. À côté, si vous avez des prisons, à côté, si vous avez des maisons d'arrêt, à côté, si vous avez des centres de réinsertion professionnelle. Parce que parmi ces bébés noirs, il y a des étudiants qui ont parfois abandonné les études par manque de moyens. Et une fois que vous mettez la main sur eux, vous gérez du cas par cas. Parce que quand vous remettez ces délinquants entre les mains de la justice, à travers des procès, c'est là où on détermine effectivement ce qui a poussé. Et à côté, vous mettez en place des programmes nationaux en termes de réinsertion, en termes de soutien à la jeunesse. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, il faut le dire, comme Mme Leslie parle aujourd'hui, l'insuffisance des infrastructures scolaires, mais quand un enfant ne va pas à l'école à la fin, l'enfant finit par devenir un voyou parce qu'il n'a plus rien à faire dans la société. Donc lorsque vous allez régler tous les problèmes structuraux, notamment liés à l'éducation, permettre à ce que le taux de scolarisation redevienne ce que nous avons dans les années 60-70, il faut faire à ce que chaque jeune soit capable de se faire former. Une fois que tous ces problèmes-là sont résolus, vous allez voir que le phénomène va disparaître naturellement, résoudre le problème de l'emploi. Parce que les jeunes deviennent bandits parce qu'ils sont au chômage. J'ai des amis, madame. J'aurai 35 ans dans quelques jours. J'ai des amis qui ont étudié avec moi. J'ai des amis qui ont fait l'école primaire avec moi, le collège. Jusqu'aujourd'hui, ils vivent chez leurs parents. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Et donc, quand vous n'avez pas un moral
dans ce genre de situation, vous vous sentez inutile, humilié, et toute solution facile qui se présentera à vous, vous allez vous lancer. Donc il faut créer des emplois, il faut former les jeunes. Une fois que ces choses sont mises sur la table, vous allez voir que ce phénomène va baisser naturellement. Maintenant, s'il y a des récalcitrants, mais c'est là où on a dit, il faut aller vers des peines à perpétuité, construire des prisons. Ceux qui ne veulent pas se conformer à la loi, vous les jugez, pas vous les tuer dans la rue, mais vous les jugez et vous les mettez en prison pour des travaux forcés. Oui, Maître Luther. Pour rebondir très rapidement sur cette question, Président. Allez-y. C'est vrai, ce que vous proposez est totalement juste, hein, parce qu'un jeune qui a un emploi ne va pas se verser dans la délinquance. Mais quand même, on a vu récemment, il y a eu un homme, je ne sais pas si c'était un homme politique qui avait été assassiné, etc. Et parmi les bandits qui l'ont assassiné, il y avait des policiers, il y avait aussi des militaires. Pourtant, ils ont un emploi. Alors, dans ces circonstances-là, est-ce que vous pensez que l'emploi reste la seule solution pour pouvoir mettre un terme à la délinquance? Oui, vous parlez là d'un militant de la force montante qui a été assassiné, mais lorsque vous avez suivi la reconstitution des faits du procureur, on n'est pas loin d'un crime passionnel. Il y avait des problèmes liés... Non, je parle plutôt de qui? Me semble-t-il, hein, le petit frère de... Ah, l'homme d'affaires, monsieur Obambi. Exactement. Oui, mais vous savez, non, mais dans toutes les sociétés, pire encore au Congo, nous avons aussi, il faut le dire, une force publique corrompue. Nous avons été les premiers à interpeller le général King lorsqu'il a pris la tête de la police pour lui dire que les pratiques laissées par votre prédécesseur ne devront pas continuer. Malheureusement, nous sommes quasiment dans la même réalité parce que, d'une part, vous avez des fonctionnaires qui n'ont pas l'éthique, qui ne sont pas bien formés. On peut les appeler couramment les Yaka Noki Noki. Comment se font les recrutements dans notre pays? À la police, à la gendarmerie, dans la justice. On prend les parents de gauche à droite. Voilà pourquoi dans le 2e chapitre, nous avons intitulé « L'origine du mal ». Le tribalisme, le népotisme et le manque de patriotisme. Pourquoi? C'est le grand problème, les grands maux de notre pays. Le tribalisme. Le tribalisme qui se définit comme des pratiques tendant à favoriser les gens de votre tribu. Mais c'est la règle au Congo. Le népotisme. Regardez dans le gouvernement. Le président de la République a le fils, le beau-fils, les beaux-fils, les neveux, les nièces. Face à cela, il ne peut pas y avoir de la rigueur. Parce que le problème du président Sassou, c'est le manque de rigueur. Il n'y a pas de sanction. Un chef d'État, lorsque vous constatez quelque chose, la première des choses, c'est de sanctionner. Il a dit lui-même de sa bouche que chaque année, 6 milliards de francs CFA disparaissent à l'université Marie-Ngabé pour le paiement des bourses. Aucune sanction. Donc, une fois que nous allons résoudre le problème du tribalisme avec la mise en place d'un haut conseil de lutte contre le tribalisme, avec les lois anti-tribalisme, avec ce que nous avons appelé des campagnes de sensibilisation au niveau national. Il faut qu'on explique aux gens c'est quoi le tribalisme et des sanctions qui vont s'en suivre, notamment avec une loi de protection contre les lanceurs d'alerte qui vont nous alerter des cas de tribalisme. Pareil pour le népotisme. Un chef d'État ne peut pas avoir dans une assemblée nationale 15 membres de sa famille. Ça devient un conflit d'intérêts. Et à côté, le manque de patriotisme. Quand les gens prennent de l'argent du pays qui peut servir à créer des emplois, qui peut servir à financer les formations pour les jeunes, pour venir les planquer dans les paradis fiscaux, acheter des maisons des part et d'autre, c'est le manque de patriotisme. Une fois que nous réglons ces choses, vous allez voir que ce que vous avez dénoncé, les policiers qui ne sont pas bien formés, qui sont des Yakanuki-Nuki, parce que c'est le neveu d'un tel colonel, il faut le prendre. On aura l'éthique. Une fois qu'on a l'éthique, on a résolu tous les problèmes. Très bien. Et moi, je serais peut-être beaucoup plus favorable sur la constitutionnalisation de l'interdiction du tribalisme plutôt qu'une simple loi. Voilà. Bon, c'est une contribution, maître. Voilà. Vous êtes juriste. Vous êtes juriste, je vous l'accorde. Voilà. Vous voulez supprimer le Sénat, on comprend, on l'entend très bien, hein, pour réduire le trait de vie de l'État. Et à côté, on s'arrête pas là, pardon, on va créer un haut conseil des collectivités local. Pourquoi? Très bien, vous avez répondu à ma question. Pardon, mais c'est un budget encore, vous créez... Ah non, ce haut conseil, c'est différent. Le Sénat, je vous ai dit, c'est 12 milliards.
Ce Haut Conseil ne sera pas constitué, on prendra des sages, quelques sages, voilà. Mais ils sont regardés le Sénat et qu'on baissait le salaire. Non, mais ces gens-là sont déjà habitués à la gabégie, je vous en prie. Nous avons une jeune démocratie. Le Sénégal, c'est un pays très démocratique. Le président Macky Sall, à qui j'ai eu un entretien très fructueux en 2023, après l'Assemblée générale du réseau libéral africain chez lui au Palais, nous avons parlé de la suppression du Sénat. Il avait eu ce courage. Il avait par ailleurs décidé d'investir le budget du Sénat dans la construction des barrages solaires, etc. Nous pensons que pour une démocratie sénégalaise, qui est une référence aujourd'hui, ils n'ont pas besoin du Sénat. Ce n'est pas le Congo aujourd'hui avec 6 millions d'habitants où on va saturer le pays avec des institutions comme telles. Nous allons supprimer, mais en créant le Haut Conseil des collectivités locales pour nous permettre effectivement d'avoir l'équilibre dans le suivi de la décentralisation. Parlons des universités avec les grèves à répétition. Destin Kabé, président, comment il arrive à mettre fin à ce cycle? Ah mais monsieur Carrel, il n'y a pas une solution magique, la société est toute simple. J'ai des amis syndicalistes où nous discutons quasiment tous les jours. Il faut prendre les revendications des travailleurs de l'université Mariam Gwabi, les revendications des syndicalistes. La première des choses, ils sont très clairs. Il faut qu'au même moment qu'on paye les fonctionnaires, qu'on paye aussi les agents de l'université. Ça, c'est facile à faire. Ce que nous allons faire, une fois qu'on arrive au pouvoir, on aura un dialogue franc et sincère avec les organisations syndicales. Une fois que nous allons avoir ce dialogue, on va surseoir. On ne va plus entendre parler tel mois d'arrêt. On surseoir, on présente l'état du pays, on va sur les nouvelles bases. C'est-à-dire, on puisse agencer comme ils le veulent, d'ailleurs c'est faisable, les salaires avec la fonction publique, améliorer effectivement, c'est surtout il y a aussi des conditions des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants peuvent lever la grève, demain ce sont les élèves, les étudiants qui vont déclencher une grève parce qu'ils étudient à 1000 dans une salle de classe. Donc, une fois que c'est fait, nous partons vers un nouveau départ et lorsque le pays va retrouver l'équilibre économique, à ce niveau-là, nous pourrons apurer les arrêts. Et la solution serait réglée rapidement. À côté, il faut construire aussi d'autres universités. Parce que, M. Carlil, Infondo, aujourd'hui, qui est la capitale de la Likwala, est pratiquement à 2000 km de Brazzaville. Pratiquement à 2000 km de Brazzaville. Donc, un étudiant qui satisfait son bac à Infondo doit faire 2000 km pour arriver à Brazzaville. Alors, il faut construire une université. Nous avons prévu 4 dans un premier temps. Construire une université à Infondo, construire une université à Owando pour permettre toute cette zone cuvette ouest, cuvette et même des nouveaux départements Dieu l'infini, les plateaux, réhabiliter complètement l'université Mariam Gwabi, construire une université à Pointe-Noire, ça nous fait déjà 3, et construire une université... C'est en cours, me semble-t-il, à Pointe-Noire. Non, ça c'est une université catholique, c'est privé. Je crois que la première pierre avait été, me semble-t-il. Oui, mais nous connaissons... Nous allons prendre, Mariam Gwabi va être réhabilité par la SNPC. Non, mais nous prenons le pouvoir dans 2 mois. Donc, très bien. La SNPC a pris l'engagement de réhabiliter l'université Mariam Gwabi. Nous le ferons peut-être pas la SNPC parce que ce n'est pas de la responsabilité de la SNPC en tant que telle. Même si on parle d'une responsabilité sociétale, c'est un moyen de détournement des fonds. Parce que pour une société qui vend le pétrole à 1000 milliards, de la responsabilité sociétale, vous avez à peu près 10%. Et cette société, avec 100 milliards, ils vont vous mentir de construire une école là à gauche. On peut saluer ça quand même ou pas? Oui, on peut saluer, mais la façon de faire, comme je l'ai dit, c'est un moyen de détournement des fonds publics, de blanchiment des capitaux. C'est fait, ça soulage, mais une fois que nous arrivons au pouvoir, il faut restructurer cette compagnie ou la dissoudre complètement pour créer une nouvelle avec des objectifs précis. Parce que, Maître Ben, le problème c'est quoi? C'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la SNPC n'a pas été créée uniquement pour vendre le pétrole. Ça, c'est un objectif secondaire. L'objectif principal, c'était faire comme la Sonangol, être une compagnie performante, capable de produire, comme la SNPC produit aujourd'hui. Je suis cadre du ministère des Hydrocarbures, vous n'allez rien trouver. Parce que les gens se sont habitués à la facilité, à aller vendre le pétrole, avoir 15% dans tous les permis, et ça fait que les gens deviennent des multimilliardaires, et c'est eux qui ont le droit de vie et de mort. Ils peuvent demander à quelqu'un de se mettre à genoux, ils peuvent financer des jeunes pour chanter les louanges de Sassou Nguesso toute la journée. Ça devient aujourd'hui le rôle de la SNPC. Sur la question des médias, vous avez Ben Luther à parler Maître Ben Luther a parlé de votre facilité, vous, à vous exprimer sur d'autres médias. Mais Télé Congo est beaucoup critiqué. Est-ce que vous envisagez une réforme? Totalement. Nous avons reçu
Le Conseil supérieur de la liberté de communication, il y a 3 jours à Brazzaville, au siège provisoire de l'opposition. J'ai parlé à M. Médard Milandou, qui est le président de ce conseil. Je lui ai dit, cash, que vous n'aurez, si vous avez un peu de dignité, vous n'allez pas avoir le courage de vous présenter devant nous. Parce que, effectivement, ce conseil n'arrive pas à réguler Télé Congo. Prenez l'exemple de l'émission 30 jours pour convaincre, qui n'a pas été produite directement par Télé Congo, mais c'est une émission de propagande. Or, il est interdit, le Conseil interdit à un média de faire de la propagande. Ils ont fait la propagande pendant 1 mois. Mais les chaînes privées, je peux comprendre. DRTV, Vox TV, ce sont des chaînes commerciales qui ont besoin du cash. Mais Télé Congo, c'est un média d'État. Et donc, permettre à ce qu'une émission où les ministres viennent étaler leur médiocrité, leur incompétence. Non, mais c'est pas... Rendre compte de leur action. Non, mais quand on dit pour convaincre, on veut convaincre qui? Le peuple. Ça devient de la propagande puisque nous partons vers une élection. C'est ça la difficulté. De convaincre de leur bilan de... Mais quand vous voulez convaincre, ça devient de la propagande. Or, le Conseil interdit la propagande. Parce que nous ne sommes pas en période électorale. Or, ils ont fait ça pendant 1 mois, à la veille d'une élection, ça devient de la propagande. Donc nous disons que ce soit le Conseil, que ce soit Télé Congo, il faut reformer complètement. Il faut avoir des chaînes de télévision avec des standards internationaux. Aujourd'hui, les gens se désintéressent totalement de Télé Congo parce que les programmes sont piètres, la qualité de l'image est médiocre. Et comme vous voyez ce qu'ils font, les louanges qu'ils font tous les jours du pouvoir, les reportages qui se succèdent, oh quel nouveau plateau, les reportages qui se succèdent pour faire les éloges du pouvoir, eh bien vous avez que vos larmes pour pleurer. Il faut privatiser Télé Congo? Non, je ne pense pas. Il faut toujours avoir des médias d'État, c'est très important. Il faut canaliser, structurer, parce qu'aujourd'hui le problème du Congo, c'est un problème de structuration. Il faut même nettoyer la classe politique. Il faut assainir l'espace politique. Aujourd'hui, vous avez l'achat des consciences. Mais si vous avez un chef d'État qui dit « je vais inaugurer une usine, je n'ai pas besoin de la population pour venir m'applaudir ». Parce que la population vient, parce qu'on leur donne 2000, on leur déplace. Mais si un président de la République prend des décisions fermes, je ne veux pas de ça, il faut que nous travaillions. Vous allez voir que ce phénomène va disparaître. Donc il faut tout simplement de la rationalité, en tout et pour tout. En politique, dans le social, dans l'économie, dans le juridique. Que pensez-vous de EKRC? Oh là là, vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait rire parce que j'ai suivi M. Carlyle en face de M. Adou Danga. J'ai senti en lui de la peine. À un moment donné, la peine pouvait se transformer en rire parce que j'ai discuté avec Mme Mankene, que j'ai tourné une émission avec elle hier sur Vox TV à propos, parce qu'il y avait quand même une confrontation directe avec le directeur général. Mais vous comprenez que c'était un mensonge absolu. Quand un directeur général d'une société d'État vient devant le public mentir aux Congolais, c'est grave. Ce monsieur n'a plus sa place. C'est une société médiocre. C'est une société qui cause un traumatisme au peuple congolais. Mes enfants sont traumatisés, monsieur Ben Litermaître. Mes enfants, le premier qui n'a que 9 ans, quand l'électricité, quand il y a coupure et quand il y a rétablissement, il crie. Mais je les ai blâmés sévèrement. J'ai dit, vous m'arrêtez ça. Parce que les enfants pensent que c'est de la magie. Papa va régler le Parce problème. Parce qu'ils sont habitués à des coupures. Les gens à la maison, nous avons perdu tant des appareils. C'est une société qui mérite d'avoir un procès public où les dirigeants de cette société viennent s'expliquer devant les Congolais. Parce que ce qu'ils font, c'est criminel. Très honnêtement. Ils font souffrir le peuple, mais de façon incroyable. Et ce monsieur a le courage de se pointer devant les Congolais pour dire le bilan est positif, il se pointe avec ses lunettes de soleil. Bon, nous avons dit que pour voir cette mascarade, c'est seulement sous le régime de Denis Sassou Nguesso qu'on peut voir ce genre de choses. J'ai une dernière question pour parler des Congolais, puisque vous vous adressez aux Congolais. Exact. Vous, président, les fonctionnaires seront-ils dédouanés ou remboursés de leurs impayés? Les arriérés que nous avons aujourd'hui. Pardon? Quel impayé? Que ce soit le personnel de santé ou de l'éducation. Très bien. Ah d'accord, vous parlez des arriérés de salaire. Tout à fait. Très bien. Alors, ce que je voudrais vous dire, madame, effectivement, nous avons parlé d'un dialogue franc et sincère. Une fois que nous arrivons aux affaires, il faut convoquer les états généraux de la santé, les états généraux de l'éducation. Il faut aller vers des audits. Je veux gouverner avec les audits. Quand on audite, ça nous permet de nous faire une idée réelle du pays, du secteur. Une fois qu'on va auditer, nous allons expliquer à ces partenaires sociaux que l'urgence est là, le pays a tel problème, on suspend le tout, on relance le pays, on va sur des nouvelles bases où dès à présent vous aurez vos salaires régulièrement. Maintenant à côté, vous nous laissez le temps
de raflouer les caisses. Une fois que les caisses sont remplies, ben, nous allons commencer donc, à éponger les arriérés. Elles seront donc épongées. Évidemment. Progressivement, mais elles le seront. Exactement. Et vous le confirmez. Non, c'est une promesse ferme. Nous allons le faire. Président, j'ai une dernière question. Allez-y. Une dernière question. C'est très bien de discuter parce que vous avez un programme et on sent qu'on est un peu dans une espèce de causerie parce qu'il y a un fondement, un soubassement. Président, dernière question. Qu'est-ce que le gouvernement a fait que vous pourrez vous reprendre à votre compte quand vous serez président? Par exemple, la gratuité de la césarienne, par exemple. Exact. Ben, avant que j'en arrive là, j'ai un secteur qui me tient à cœur. Je voulais bien qu'on y aborde rapidement. Ça vous concerne d'ailleurs, c'est le secteur judiciaire. Je suis très gêné, très peiné de constater que le président de la République est président comment est-ce qu'on appelle ça le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que ça, c'est un principe qui nous empêche aujourd'hui d'aller vers une véritable séparation des pouvoirs. J'arrive président de la République, une fois que je suis élu, le président de la République ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. Son ministre de la Justice, qui est vice-président aussi, est écarté. Au-delà de ça, ça nous permet de créer une véritable séparation des pouvoirs, parce qu'aujourd'hui au Congo, un ministre peut appeler un magistrat, le blâmer comme un enfant, et ce dernier peut se mettre à pleurer. À côté de cela, comme nous allons restaurer la justice, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut informatiser notre système de justice. Aujourd'hui, Gavé peut être tué à Kakamweka, il est condamné 6 mois, il va à Pointe-Noire, on lui fait délivrer un casier judiciaire vierge. Il faut construire des prisons. J'ai été très peiné, j'ai fait une semaine à la maison d'arrêt de Dolisie, j'avais mal. J'ai fait une semaine dans les mains de la CID à Pointe-Noire, j'avais mal parce que je pouvais voir 20 à 25 Congolais dans une cellule, où ils pouvaient faire les besoins dans cette cellule. C'était pitoyable. Et donc, il faut construire des prisons parce que la maison d'arrêt de Brazzaville, laissée depuis 1956, est devenue surpeuplée aujourd'hui. Et j'ai même la peine pour le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a 18 ans aujourd'hui. Dans ces conditions-là, c'est pitoyable. Donc, il faut reformer la justice. Il faut construire des palais de justice. Il faut améliorer les conditions de travail à l'intérieur du pays parce que beaucoup de magistrats refusent d'aller à des affectations parce qu'il n'y a pas de conditions. Une fois que nous réglons ces choses, vous allez voir que, Monsieur Ben, le pays va décoller. En termes de mesures, vous savez, au Congo, les gens ont du mal à se marier. Pourquoi les gens ont du mal à se marier? Parce qu'il y a le poids de la dot. Alors nous avons dit ceci, nous allons plafonner le poids de la dot. Dépenses. 50 000 aujourd'hui. Oui, mais 50 000 de façon farfelue. Selon le code de la famille. C'est du mensonge. Personne n'obéit à cela. En dehors de ça, ce sont surtout des présents qui coûtent cher. Nous avons prévu le plafonnement à 1 million, présents cash à 1 million. Et il y aura des huissiers qui seront là à suivre de façon concrète. Et à côté, nous avons prévu une prime de mariage de 200 000 francs CFA. Un couple congolais qui se marie. Vous avez 200 000 francs pour commencer votre vie. Bien. À côté, 25 000 francs CFA pour chaque enfant né. Parce que pour moi, la démographie est une source de développement. Nous sommes 6 millions d'habitants. Il faut accroître la population. Nous avons 342 000 km². Donc, une femme congolaise qui donne naissance, elle a 20 000 à côté. Et un soutien permanent aux mères célibataires. Parce que nous avons aujourd'hui des femmes qui souffrent, qui s'adonnent à la prostitution. Parce qu'elles ont des charges. Et donc, rétablir, ça il ne faut pas oublier, je vais terminer par là pour les fonctionnaires. On a bloqué les allocations familiales jusqu'à aujourd'hui. Et ça devient pénible pour notre peuple. Il faut ouvrir les allocations. Parce qu'aujourd'hui, que vous ayez 10 enfants, 5 enfants, la fonction publique, rien n'est pris en compte. Et les IRPP aujourd'hui qui évacuent quasiment tout le salaire. Donc une fois que c'est fait, je pense que les Congolais vont retrouver le sourire et nous allons reconstruire notre pays, comme nous l'avons dit, le changement vers un Congo prospère. Merci beaucoup, Président. Pour poursuivre, j'invite les Congolais à se procurer votre ouvrage, Changement vers un Congo prospère, édité aux éditions Baudelaire. Merci, Maître Ben Luther, merci à Jemima, merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Et on poursuit, sur nos autres, je vais y arriver, c'est notre série d'entretiens consacrée à l'opposition congolaise. Bonsoir chez vous.